Cette fête qui est la plus importante du calendrier chrétien. Il y avait du monde tout à l'heure place Saint-Pierre pour assister à la bénédiction Urbi et Orbi de Pâques, d'autant que c'est la première adresse à la ville et au monde du pontificat de Léon XIV, en ce qui concerne Pâques en tout cas, discours sur fond de conflits au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine. Nous nous habituons à la violence, nous devenons indifférents à déplorer le souverain pontife. Je vous propose de l'écouter. Que ceux qui ont des armes les déposent. Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix. Non pas une paix imposée par la force, mais par le dialogue. Non pas avec le désir de dominer les autres, mais de les rencontrer. Natalia Mendoza, la correspondante de France 24 à Rome, est en direct avec nous. Natalia, vous êtes aux abords de la place Saint-Pierre. Le pape n'a pas fait référence à une crise en particulier. Comment est-ce qu'il faut interpréter son discours? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'était un plaidoyer très fort pour la paix. Le pape Léon XIV a rappelé le cœur même du message de cette célébration. Pâques, a-t-il dit, c'est une victoire, celle de la vie sur la mort, une victoire grâce à la puissance et à la force du Christ, mais une force, je cite, totalement non violente, une force qui apporte la paix à l'humanité, a-t-il dit. Il a lancé un appel direct aux belligérants et aux dirigeants de ce monde, je cite, que ceux qui ont les armes en main les déposent, que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix, a dit Léon XIV, qui a exhorté les fidèles catholiques à ne pas s'habituer à la violence, à ne pas se résigner, à ne pas céder à l'indifférence. Il a d'ailleurs dénoncé, je cite, la mondialisation de l'indifférence en reprenant les propos de son prédécesseur, le pape François. Et aujourd'hui, Léon XIV a incité les catholiques à faire entendre, je cite, le cri de la paix. Et pour cela, il a annoncé une veillée de prière pour la paix dans le monde qui se tiendra samedi prochain, 11 avril, ici sur la place Saint-Pierre au Vatican. Natalia, comment ce discours a-t-il été reçu par les fidèles? Quelle est l'atmosphère sur place? Alors, les paroles du pape ont été écoutées avec une très forte attention. La place Saint-Pierre était noire de monde. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies. Et pendant que le pape parlait, eh bien, il y avait un silence profond, un moment solennel, chargé d'émotions. J'ai pu parler avec certaines des personnes qui ont assisté à cette bénédiction. Un groupe de pèlerins péruviens m'a confié sa très grande joie d'avoir pu assister à ce moment, un moment important, la première célébration de Pâques du pontificat de Léon XIV, l'occasion de découvrir un peu plus ce pontife, son style sobre, mesuré, sa façon d'être, sa façon de célébrer en se démarquant de son prédécesseur tout en s'inscrivant dans la continuité de la fonction papale. Natalia Mendoza en direct de Rome. Merci beaucoup Natalia pour toutes ces informations et on va plus loin sur ce sujet avec François Mabille. Bonjour, vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. Vous avez écrit un livre intitulé La papauté face à un monde en crise, c'est aux éditions Erol. Je le disais, pas de mention dans le discours du pape à une crise ou à un pays en particulier, alors que l'année dernière, le pape François, lui, avait nommément donné des situations bien particulières. Est-ce qu'il faut y voir une rupture entre les deux pontificats? Oui, alors sinon une rupture en tout état de cause, une évolution et une inflexion qui sont très nettes. Le pape François avait un style très protestataire, une approche, je dirais, très humanitaire des relations internationales. Et il est vrai qu'il y a un changement de style avec ce pape qui se montre véritablement un pape diplomate. Sur l'analyse, là aussi, il y a une inflexion, c'est-à-dire que ce pape ne cesse de rappeler la nécessité de respecter le droit international. Et il a comme ça condamné depuis un an l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation en Palestine et la politique israélienne en Palestine, et également l'ingérence et la guerre américaine et israélienne contre l'Iran. Mais vous avez raison, et votre correspondante Natalia Mendoza le signalait avec justesse, il y a une prudence dans les gestes, il y a un refus de la confrontation directe.
Et ça, c'est peut-être pour l'instant alors à la fois une marque de fabrique, sans doute, mais peut-être une limite dans la parole pontificale. Limite dans la parole pontificale, vous en parlez comme d'un diplomate. Est-ce que c'est ce qu'on attend finalement d'un pape ? Il y a beaucoup d'attentes à l'égard d'un pape, donc sans doute que certains aimeraient qu'il parle plus nettement et qu'il critique de manière plus frontale. En même temps, il faut voir que parmi les évolutions, il y a également le choix de la diplomatie pontificale de laisser aussi les églises locales, les autorités locales s'exprimer. Je vous prends juste un exemple qui est intéressant, mais l'épiscopat américain s'est opposé à la guerre de Trump en Iran. L'épiscopat américain a pris vraiment la parole et a eu une dénonciation très nette. Lorsqu'on a demandé à l'un des cardinaux américains si cette prise de parole avait été commandée ou écrite avec le Saint-Siège, la réponse a été non, nous assumons, mais nous savons que nous sommes soutenus par le Saint-Siège. Ce qui veut dire qu'il y a une réarticulation entre la parole que tient le souverain pontife à l'échelle internationale et la manière dont, à l'échelle locale, les catholiques peuvent eux-mêmes prendre la parole. Et dans ce que disait Natalia Mendoza tout à l'heure, il y a des éléments intéressants. Lorsque le pape appelle les catholiques à agir pour la paix, vous avez une sorte de message subliminal adressé aux catholiques américains, qui est de leur dire dissociez-vous du nationalisme américain, dissociez-vous du mouvement MAGA. Et par exemple, les catholiques, l'épiscopat américain, mais aussi la curie romaine, la diplomatie vaticane, ont dénoncé cette séance, cette sorte de séance de prière qui s'était tenue dans le bureau ovale, où on a vu des évangéliques prier pour l'armée américaine et le succès aux États-Unis. Dénonciation qui fait l'objet d'une véritable polémique actuellement aux États-Unis. Alors, vous parlez des États-Unis, le pape, pardon, Léon XIV est lui-même de nationalité américaine. Est-ce qu'il faut y voir une causalité ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la façon dont le Vatican va bien gérer ses relations avec la Maison-Blanche ? Tout à fait. Le fait que le pape soit américain, alors on sait qu'il a aussi la nationalité péruvienne, mais enfin il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis, il a été formé aux États-Unis, il a une culture américaine et donc il maîtrise, je dirais, les codes politiques américains et plus globalement cette culture américaine. Et donc là où son prédécesseur argentin, homme du Sud, latino-américain, pouvait avoir une perception du Sud sur le Nord et d'un latino-américain sur les États-Unis, là, bien évidemment, c'est un regard distancié, mais qui vient de l'intérieur. Et donc une sorte de dissociation, ou en tout cas l'affirmation d'une culture catholique qui peut être certes américaine, mais qui ne se retrouve absolument pas dans le mouvement MAGA et certainement pas dans le Trumpisme. François Mabille, vous avez évoqué les évangéliques. On a effectivement tous en tête cette scène qui est très étonnante pour qui est loin du fait religieux. Est-ce que ça marque une sorte de fossé, de fracture entre l'épiscopat traditionnel représenté par le Vatican et ces évangéliques qui semblent noyauter en quelque sorte le régime américain ? Oui, tout à fait. Là, il y a une opposition qui se lie très nettement. Je peux vous assurer que sur les réseaux sociaux américains et provenant des milieux évangéliques, effectivement, il y a des critiques très fortes à l'encontre du catholicisme, de l'Église catholique, et ça s'entend même également autour des milieux politiques et notamment du ministère de la Défense. Hein. Donc là, je pense que si on reprend le fil des derniers mois, on peut remarquer que finalement, ce qui était une distanciation initiale commence à devenir une opposition frontale et qui s'entend de plus en plus. Et on va sans doute vers une opposition encore plus forte dans les mois qui viennent entre l'approche de Trump, ses soutiens évangéliques et les références et prises de position de l'Église catholique nord-américaine, mais également, bien sûr, du Saint-Siège. On va parler un petit peu du calendrier du pape, si vous le voulez bien, François Mabille. Dans quelques jours, à partir du 13 avril, très exactement, Léon XIV doit entamer une tournée africaine qui l'emmènera en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. On parle d'un déplacement à forte portée diplomatique. Quels en sont les enjeux, d'après vous ?
Alors, je pense qu'il y a sans doute au moins deux enjeux, deux ou trois enjeux différents. Moi, je dissocierais sans doute le cas de l'Algérie des trois autres pays africains. L'Algérie, ça s'inscrit vraiment dans le sillage du dialogue interculturel, du dialogue interreligieux et du dialogue avec l'islam que le pape François, donc le prédécesseur de Léon, avait mis parmi ses principaux objectifs. Donc l'Algérie, pays musulman, liberté religieuse extrêmement limitée, avec également bien sûr un passé, un passif catholique. On pense aux moines de Tibérine. Il y a là un enjeu spécifique. Et puis bien évidemment, ce pape qui est de la congrégation des Augustins va aller aussi sur les traces d'Augustin, ce qui est une façon de rappeler aux Algériens et plus largement aux Africains que le christianisme a aussi pour berceau historique, bien sûr, l'Afrique. Mais vous voyez, les thèmes vont être sans doute liés à ces questions, dialogue interreligieux, dialogue avec l'islam, et peut-être, puisqu'on sait que le président Macron doit rencontrer le pape prochainement, peut-être une tentative de médiation à l'égard de votre confrère Christophe Glaise. Les trois autres pays africains sont des pays qui sont catholiques. Et là, je pense qu'on est sur une autre thématique. La thématique, c'est beaucoup plus celle de la centralité que l'Afrique va avoir et a déjà, ou en tout cas aura de plus en plus à l'égard du catholicisme. Il ne faut pas oublier que 20% des catholiques du monde sont aujourd'hui en Afrique. Vous avez plus de 770 évêques africains, 18 cardinaux africains, un tiers des séminaristes mondiaux, ce qui veut dire que l'Afrique est le continent d'avenir pour le catholicisme. Et donc, le pape s'y rend pour soutenir les églises locales, pour insister sur le rôle social de l'église dans un certain nombre de cas, en sachant que, bien évidemment, dans les trois pays visités, la place de l'église catholique peut être différente et qu'il y a donc une sorte de plasticité du catholicisme pour s'adapter aux réalités locales. Mais le pape vient soutenir cette progression et ce dynamisme du catholicisme en Afrique. Alors, le pape s'est déjà rendu en Turquie, au Liban, il est également allé à Monaco pour une visite éclair, mais malgré tout historique. Qu'est-ce que ça dit du début du pontificat de Léon XIV ? C'est peut-être là une sorte de fragilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, en dehors du fait que, comme je vous le disais, il insiste systématiquement sur le droit international et que ses postures éthiques, ses discours spirituels sont fondés prioritairement sur le rappel du droit international, on est pour l'instant encore en peine de discerner quels sont véritablement les axes de sa politique internationale. Il manque en quelque sorte le grand discours qui aurait permis de comprendre à la fois comment lui-même perçoit les enjeux de son pontificat, et puis comment il perçoit la géopolitique du Vatican ou la manière dont la diplomatie du Vatican doit s'articuler ou doit faire face aux principaux défis. Ça, c'est sans doute alors soit un déficit de communication, soit simplement un indice que, arrivé à la tête de l'Église catholique, le pape s'est peut-être rendu compte qu'elle était traversée de davantage de tensions encore qu'on l'imaginait. Et j'ai personnellement remarqué effectivement que depuis maintenant quelques mois, on entend un certain nombre de voix qui étaient des voix hostiles au pape François, de nouveau prendre la parole pour tenter d'influencer le pape actuel. Donc il y a là sans doute de sa part une certaine prudence pour évoquer ces grands thèmes. Alors, c'est pas un spécialiste de la géopolitique des religions que je vais le rappeler, mais je le rappelle à nos téléspectateurs, le Vatican est un État observateur de l'ONU, pas de droit de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de la légitimité, du poids que peut avoir la parole du pape dans le concert des nations ? Alors cette légitimité, c'est une légitimité à la fois historique, mais vous le dites très bien, le statut du Saint-Siège sur la scène internationale, c'est d'abord celui d'un État neutre, et puis un État observateur, c'est-à-dire d'un État qui ne vote pas. Donc c'est un État qui essaie d'influencer à partir de ses propres considérations, de son enseignement social, de la place des églises locales dans le domaine social, éducatif ou sanitaire dans les différents pays. Mais effectivement, à l'échelle internationale, c'est pas un État qui prendra part à des votes. Et d'où, d'une certaine manière, la nécessité pour lui de trouver des partenaires, de trouver des diplomaties qui peuvent être des diplomaties qui coopèrent avec la sienne. C'est un petit peu l'exemple de Monaco que vous citiez.
Monaco, petit État, comme le Saint-Siège, hein, ce sont les deux plus petits États au monde, mais Monaco il n'est pas un État observateur, c'est un État à part entière qui vote. Et donc, par exemple, sur les enjeux de politique scientifique, environnementale, le soft power, en quelque sorte, du Vatican peut trouver un intérêt à travailler avec le soft power, mais un petit peu plus élaboré, de Monaco. Et il en est de même, je dirais, sur des sujets importants et liés au conflit, ou par exemple sur la question des chrétiens du Proche-Orient, seul le Saint-Siège ne peut pas faire grand-chose, sinon rappeler la protection des minorités et les libertés religieuses. Et pour ça, il a besoin de s'appuyer sur d'autres diplomaties. François Mabille, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Paris Direct sur France 24. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. Votre dernier livre, La papauté face à un monde en crise, aux éditions Erol.